Bon, alors vous voyez, M. Legault et son équipe qui devraient bientôt arriver, encore une fois, à Montréal, exceptionnellement cette semaine. C'est la deuxième fois que M. Legault présente son point de presse, Sébastien, à Montréal. Sébastien, j'aimerais revenir sur la situation de Montréal, parce que ça doit lui faire mal à M. Legault, comme premier ministre du Québec, quand il voit Montréal dans au même niveau que par décès par million d'habitants que New York, que Londres, que Paris. On est quoi? On se classe 4 ou... Bon, c'est pas un concours, là. On cherche pas les records. Mais quand même, lorsqu'on a à cœur le bien-être de sa province, il doit se coucher le soir, là, et ça doit le fatiguer, là, sérieusement, là. Oui, M. Arruda nous disait que non seulement quand il se couche le soir, ça le suit, mais qu'il se lève à 2 heures du matin. Rappelez-vous, il a dit « Je me lève à 2 heures du matin, puis je vois le chiffre des décès qui sont survenus dans les 24 dernières heures. » Et ça lui fait mal, ça lui fait perdre le sommeil. Alors, en effet, on n'est pas parmi les meilleurs exemples en termes de décès, en termes de contrôle de cette maladie. Il y a des circonstances, par contre, qui font en sorte que l'état de situation est celui qu'on constate. Le fait que les CHSLD ont mal été protégés d'une certaine façon, dans la mesure où on a mis beaucoup d'efforts. Rappelez-vous, au début de la pandémie, on disait le problème, l'enjeu ou le défi, c'est de protéger la capacité du réseau hospitalier. On a mis trop d'efforts, on dirait, là-dessus. Ben, peut-être. Mais en même temps, on se fiait peut-être sur l'exemple de l'Italie, où le réseau hospitalier... On citait l'Italie constamment, oui. Voilà, quelques jours, quelques semaines plus tôt, avait été débordé. Donc, on se disait, c'est peut-être là que ça va frapper. En même temps, il y avait des exemples de Seattle et de Vancouver qui étaient un peu annonciateurs du fait qu'il y aurait dans les CHSLD un maillon faible, là où, à partir du moment où la maladie rentre, ça peut avoir un effet de cascade très, très important. Et et ça m'intrigue, c'est pas facile de répondre à cette question-là, mais rappelez-vous les points de presse au début, Sébastien, Monsieur Legault félicitait beaucoup les Québécois pour leur discipline, non pas leur docilité, mais la façon dont ils respectaient les règles, les normes, le confinement. Et il disait constamment, ça va bien aller, ça va bien aller. Est-ce qu'il n'y a pas eu là un excès de positivisme? Et c'est pas un reproche, c'est une question que je pose. Est-ce qu'effectivement, on n'a pas lancé le message aux Québécois que ça allait relativement bien et qu'on allait s'en sortir assez rapidement? Je présume qu'avec les données qu'ils avaient à ce moment-là, ils pensaient que ça allait relativement bien. Mais il y avait plusieurs fronts, en fait. C'est ça qu'on a découvert. C'était une chose de confiner le Québec puis de dire aux Québécois de rester chez eux. Puis ça prenait du courage politique de faire ça. Mais pendant qu'on leur disait ça aux Québécois puis qu'ils respectaient de façon générale la consigne, il se passait des choses dans les CHSLD. Il y avait des travailleurs qui revenaient de vacances en Europe, aux États-Unis, qui, sans le savoir, en étant asymptomatiques, portaient la maladie en eux et ont donc contaminé des collègues de travail, des personnes âgées dans les résidences pour personnes âgées. Et là, ça a eu un effet boule de neige. Donc, il y a comme des fronts invisibles qui se sont ouverts. Les Québécois ont respecté les consignes, mais il se passait d'autres choses dans un autre silo à côté en parallèle qui faisait en sorte que la maladie s'est propagée rapidement. Mais en même temps, on s'aperçoit que la transmission communautaire, elle n'est pas encore contrôlée à Montréal. On l'a vu à Montréal-Nord, on le voit à Pointe-aux-Trembles, Hochelaga-Maisonneuve, dans Côte-des-Neiges, ça fait déjà un bon moment aussi qu'il y a plusieurs centaines de cas. Donc, on se demande ce qu'on a fait de pas correct ou ce qu'on devrait faire de mieux. Oui, ma compréhension, c'est que dans certains quartiers chauds, il y a un effet de travailleurs de la santé, c'est-à-dire des préposés aux bénéficiaires, des infirmières auxiliaires qui rentrent chez eux, asymptomatiques, qui ont travaillé dans le réseau de la santé, qui ne savent pas qu'ils sont porteurs de la maladie et qui provoquent une contamination communautaire. Donc, c'est un ennemi invisible. Hein? Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait que peut-être qu'on n'a pas mis assez de mesures de prévention dans certains quartiers. Peut-être que le message, la barrière de la langue, on nous a dit à un moment donné, la barrière de la langue, c'est aussi un élément qui a joué contre... M. Legault. Ou en faveur, contre M. Legault, en faveur de la propagation dans certains quartiers. Je vous interromps très rapidement, et j'aimerais vous entendre d'ailleurs là-dessus. On vient tout juste d'avoir un communiqué de la Défense des Forces armées canadiennes. On a parlé de ces cas de militaires canadiens dans les CHSLD qui avaient été infectés. Bien là, on parle d'1 militaire en Ontario, Sébastien, et de 4 militaires au Québec. Et ça fait partie aussi de la donne. Hein, pour que M. Legault, on parlait des moyens mis à la disposition du Québec pour permettre de s'en sortir plus rapidement. Ça aussi, M. Legault a dû piler sur son orgueil lorsqu'il a dit, écoutez, on a besoin de l'armée maintenant. On ne se serait jamais attendu au début de cette crise, au début de cette pandémie, que le gouvernement du Québec soit obligé de faire appel à l'armée pour travailler dans des CHSLD. Durant le verglas en 98, on comprenait, on avait besoin de bras, ramasser des branches.
sécuriser des quartiers. Mais là, on était ailleurs avec l'armée canadienne. C'était une demande tout à fait inusitée. Et il y a eu une gradation dans les appels à la mobilisation. Au début, c'était « Je contribue où les gens pouvaient s'inscrire. Ensuite, ça a été les médecins. Ensuite, ça a été des gens qui ont une forme, les retraités, par exemple, pour revenir dans le réseau de la santé, pour finalement aboutir sur l'armée, qui était une espèce de dernier recours, de geste un peu ou de décision, de demande un peu désespérée pour avoir du monde dans les CHSLD. Parce qu'on s'est aperçu, puis ça, on l'a appris au fil des semaines, qu'il y avait un grand nombre de travailleurs de la santé qui n'étaient plus au travail. C'est monté à des quelques milliers de travailleurs qui soit étaient malades de la COVID, soit étaient en quarantaine parce qu'ils avaient été exposés à la COVID, soit craignaient, puis on les comprend, de retourner dans un milieu de travail. C'est monté, Sébastien, à 16 500, je crois. Là, c'est redescendu, mais c'est monté très haut, là. Voilà. Et ça crée un trou dans le réseau de la santé. Il y avait des régions au Québec où ça allait mieux, où c'était sous contrôle, mais en particulier à Montréal, il y a eu des effets qui se sont pas... des effets d'absence au travail qui ont accentué la situation, si bien qu'il y avait des préposés qui étaient rendus à s'occuper de tout un étage tout seul. Il y avait des infirmières qui étaient prises au dépourvu. Les mesures de sécurité ou les mesures sanitaires ont peut-être été moins bien appliquées à ce moment-là. L'accès aux équipements aussi était parfois déficient. Donc, vous voyez, c'est une conjugaison de toutes sortes de choses qui se sont produites pour en arriver à la situation actuelle. Je suis curieux de vous entendre, Sébastien, parce que, vous en mangez de la politique. Vous êtes un mordu de politique, comme le titre de votre émission, qui est maintenant à 12h30, à partir du mois de septembre. Oui. C'est important. Je fais un peu de publicité pour vous, là. Merci, Christian. Je vais vous engager. Je suis curieux de vous entendre, parce que la politique n'est jamais très loin. Politiquement, jusqu'à maintenant, Monsieur Legault, il s'en sort bien? Il s'en est très bien sorti. À preuve, son bulletin, c'est un peu les sondages qui sont publiés. Il y a un sondage, je pense que c'était Léger, qui a été publié il n'y a pas longtemps, ou Somme, je ne me rappelle plus, où on disait qu'il avait 77 de taux d'approbation. C'était 95 à une certaine époque. Mais même 77 c'est très élevé. C'est très fort. Alors justement, puisqu'on parle de M. Legault, il vient de prendre place avec son masque, avec Mme McCann, avec Mme Drouin, avec M. Arruda. Alors, on les écoute à l'instant. De la santé publique, Dr Horacio Arruda, et de la directrice régionale de santé publique de Montréal, Dr Mylène Drouin. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je veux saluer, bien sûr, la ministre de la Santé, le directeur de la santé publique pour l'ensemble du Québec et la Dr Drouin, responsable de santé publique à Montréal. Je veux aussi saluer la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau, puis dire que c'est elle qui est responsable là, de s'assurer qu'on donne tous les services, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de ministères qui sont impliqués. Donc, je lui ai demandé de coordonner tous les services nécessaires pour aider, en particulier les municipalités de la CMM, à passer au travers cette crise. Avant le bilan du jour, je veux revenir sur toute la question concernant les masques. Bon, vous l'avez vu, on le recommande fortement. Je veux être très clair avec les Québécois, en particulier dans la CMM, compte tenu de l'ampleur de la pandémie. Donc, je veux répéter, c'est très important, puis on recommande très fortement tous les gens qui utilisent le métro, l'autobus, le transport en commun dans la CMM, de porter un masque. On veut aussi, puis je veux être clair, on le sait, il y a des quartiers qui sont plus chauds. À Montréal, à Laval, c'est important, encore plus dans ces quartiers-là, que tout le monde porte un masque. Et pour aider, et après discussion avec la mairesse Valérie Plante, ça me fait plaisir d'annoncer qu'on va donner 1 million de masques à la mairesse de Montréal, à la ville de Montréal. Puis on va remettre 6 millions de dollars à l'ensemble des sociétés de transport de la CMM. Le but, c'est de distribuer les personnes qui, pour toutes sortes de raisons, ne sont pas capables de se procurer un masque ou de se faire un masque. Bien, on va les rendre disponibles. Ça va prendre quelques jours avant que les masques soient à l'entrée des portes de métro, d'autobus, mais au moins, avec ce million de masques, puis avec l'argent qu'on va transférer aux municipalités pour aux sociétés de transport, on pense qu'on va être capable, là, dans les prochains jours, de donner gratuitement des masques à tous ceux qui n'ont pas de masque. Et puis, je le répète,
surtout dans le transport en commun, surtout dans les zones chaudes, c'est important de porter le masque. Bilan du jour, on a 50 nouveaux décès, donc un total de 3 401. Je veux offrir mes condoléances à toutes les familles, tous les proches des 50 victimes. On a 41 420 cas maintenant qui sont confirmés. C'est une augmentation de 796. C'est important, par contre, de rappeler que sur les 41 000 cas, il y en a au moins 11 000 qu'on a testés négatifs puis qui sont guéris. On n'a pas testé tout le monde, donc il y en a au moins 11 000 qui sont guéris. Dans les hôpitaux, on avait 1822 personnes hospitalisées. C'est une diminution de 13. Dans les soins intensifs, on avait 191 personnes. C'est une augmentation de 1. Donc, c'est important de voir les tendances, pas regarder seulement les chiffres sur une journée, mais on peut quand même voir qu'il y a des bonnes nouvelles. Bon, d'abord, le nombre de décès. Quand j'ai vu 50 ce matin, évidemment, on ne peut pas se baser seulement sur une journée, mais disons que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un nombre moins élevé. Nombre de cas aussi, malgré l'augmentation du nombre de tests, on est en bas de 700. Donc ça aussi, ça fait un certain temps qu'on n'avait pas vu ça, en bas de 700. Puis les hospitalisations, encore là, il faut les regarder sur une tendance, mais on peut dire que depuis un certain temps, il y a une tendance à la baisse. Donc, c'est encourageant. Concernant les tests, on est en train de tester systématiquement tous les employés des CHSLD, publics et privés, même les employés qui n'ont pas de symptômes. Et puis, la docteure Drouin me disait ce matin qu'elle atteint ses objectifs, que 3000 tests dans la communauté. Donc, content de voir que ça avance bien à Montréal. Bravo, docteur Drouin. Je veux bien sûr revenir sur ma rencontre d'hier avec les PDG des centres de soins et de services sociaux de la grande région de Montréal. Un certain nombre de conclusions. D'abord, la première, puis bon, il fallait s'y attendre, le grand défi qu'on a, c'est le personnel. C'est d'attirer plus de préposés, d'infirmières, de travailleurs dans le réseau de la santé, en particulier dans les CHSLD. Donc, il y a plusieurs façons, évidemment, d'attirer des gens. Il y a le salaire. Bon, vous avez vu, on a mis des primes qui sont temporaires. Puis, comme je l'ai souvent répété, on espère avoir une entente avec les syndicats pour que ces primes-là deviennent permanentes, pour que ça soit plus attrayant, par exemple, qu'une préposée commence, au lieu de commencer à 21 $, commence à 25 $ de l'heure. Bien, veut pas, c'est important. Mais ce n'est pas seulement une question de salaire, parce qu'on est dans une situation où, étant donné qu'il manque d'employés, bien, les employés qui sont là en nombre moins grand, bien, travaillent très fort. Et d'ailleurs, j'en profite encore pour les remercier. Mais il faut que notre société valorise davantage ces personnes-là. Puis j'ai comme un message, je me rappelle, à l'adolescence, puis je l'ai vu avec mes gars, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Moi, j'incite les jeunes à regarder la possibilité d'aller se former, d'aller travailler dans le réseau de la santé. Vous savez, dans la vie, c'est important que ce qu'on fait, ça soit valorisant. Il me semble que d'aller s'occuper d'autres personnes, des personnes plus vulnérables, plus âgées, des personnes malades, il me semble que c'est valorisant. Donc, je lance une espèce d'appel aux jeunes, appel aussi à tous ceux qui ont perdu leur emploi dans des secteurs où ça va peut-être être plus difficile de revoir ces emplois-là. Considérez aller suivre une formation parce que, évidemment, on a besoin de gens. Puis avec le vieillissement de la population, ça va être encore de plus en plus vrai dans le réseau de la santé. Donc, je reviens sur ma rencontre avec les PDG des centres de santé. C'est sûr que
un, on manque depuis des années de personnel. Deux, on manque de personnel qualifié. Bon, vous l'avez vu, même pendant la crise, on a demandé aux gens de s'inscrire sur Je contribue, même s'ils n'ont pas de qualification. Donc, évidemment, quand il vient le temps d'appliquer des procédures pour minimiser les risques d'infecter les résidents, bien, c'est plus difficile quand il y a des personnes qui n'ont pas toutes les qualifications. Donc, très, très important, si on veut changer les choses, d'avoir plus de personnes qualifiées dans nos réseaux. Dans les problèmes qui ont été soulevés, parce que ce que je demandais au président des centres de santé, mais aussi de CHSLD, qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce qu'on doit changer pour l'avenir. Actuellement, il y a certains CHSLD qui n'ont pas vraiment de patron. Pour toutes sortes de raisons, dans les dernières années, il y a eu des restrictions budgétaires, puis je ne veux pas critiquer ça. L'idée, c'est de dire c'est important qu'il y ait un patron ou une patronne par établissement. Je ne peux pas imaginer, moi, qu'une personne soit responsable de plusieurs établissements. C'est un esprit d'équipe, puis quand on veut s'assurer que les directives soient suivies, c'est important qu'il y ait un patron ou une patronne. L'autre chose qui nous a été dit aussi, tout le personnel qui fait de la prévention des infections. Bon. Quand il n'y a pas de pandémie, puis qu'on est obligé de mettre en place certaines restrictions budgétaires, c'est tentant de dire, bien, les personnes qui font de la prévention des infections, peut-être des postes, pas peut-être, il y a des postes qui ont été enlevés dans les dernières années, bien, on se rend compte que ces postes-là sont importants. Même si peut-être qu'on voit que c'est moins utile quand il n'y a pas de pandémie, bien, c'est important que ces postes-là soient remis en place. L'autre sujet qui a été discuté, puis qu'on avait déjà parlé ici, c'est toute la question des CHSLD privés. C'est sûr qu'un PDG de CIS ou de CIUS, quand il y a un CHSLD public, bien, ce sont ses employés, donc plus facile là, de mettre en place des directives. Quand c'est géré par le privé, oui, on peut faire des inspections, oui, on peut demander de rendre des comptes, mais c'est moins facile. Donc, je répète ce que j'ai déjà dit, là, on n'exclut pas, dans la réforme qu'on prépare actuellement, que tous les CHSLD puis les centres où il y a beaucoup de soins, où on a besoin de médecins, d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires formés, que ça devienne tout public. J'ai entendu plusieurs PDG dire hier soir, oui, ce sont des milieux de vie, mais ce sont aussi des milieux de soins, aussi importants que les hôpitaux. Donc, nos hôpitaux sont publics. Je pense qu'il faut sérieusement se poser la question, est-ce que nos CHSLD devraient tous être publics? Puis je ne veux pas lancer la pierre, là, aux gestionnaires dans le privé, parce qu'il y en a qui font un très bon travail, mais c'est juste quand ça ne va pas bien, à part la tutelle, c'est difficile pour nous d'intervenir. Bon, l'autre chose que les PDG m'ont dit, puis si on le savait, on a beaucoup de locaux qui sont vétustes. On a encore des résidences où il y a 2 résidents par chambre. C'est évidemment pas souhaitable. C'est déjà prévu dans nos maisons des aînés qui vont remplacer les CHSLD, qu'il y ait juste 1 résident par chambre, que les chambres soient plus grandes. Évidemment, on ne peut pas juste dire on va attendre que toutes les maisons des aînés remplacent les CHSLD. Il va y avoir un grand travail à faire de rénovation dans nos CHSLD actuels. Bon, vous avez vu hier le président du Conseil du Trésor qui a devancé beaucoup de travaux dans les maisons des aînés, dans les CHSLD. Donc, dans les prochains mois, on va y travailler très fort. Puis moi, c'est un engagement que je prends, là. Moi, j'en fais une responsabilité personnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne sont pas fiers, puis moi le premier, de ce qui est arrivé dans les CHSLD. Donc, je veux m'assurer que dans les prochains mois,
Évidemment, on ne réussira pas en quelques mois à tout changer, incluant d'avoir des maisons des aînés pour tout le monde, puis d'avoir le personnel formé pour tout le monde. Mais il faut être capable de tendre vers ça le plus rapidement possible. Puis moi, j'en fais un engagement personnel. Je termine avec mes remerciements du jour. Mes remerciements du jour sont pour les parents, les familles. C'est la Journée internationale des familles. Je peux imaginer, je suis parent, je peux imaginer que d'avoir des enfants à la maison 7 jours par semaine pendant 2 mois, on les aime beaucoup, nos enfants. Mais ça peut être prenant. Et je me rappelle, entre autres, de mes 2 gars à l'adolescence. Disons qu'ils ne sont pas toujours dociles, pour utiliser un mot qu'on a utilisé dans les dernières semaines. Donc, bravo aux parents. Puis merci pour votre patience. Puis je sais qu'à Montréal, puis dans les écoles secondaires, il y a encore beaucoup de semaines devant nous avant qu'on puisse les voir retourner à la maison. Par contre, sans vouloir tourner le fer dans la plaie, beaucoup de parents, j'ai reçu beaucoup de courriels dans les régions du Québec qui étaient très, très, très heureux du retour à l'école de leur enfant, qui s'est bien passé en passant. En terminant, je continue à répéter la même chose. Le virus ne partira pas dans les prochains mois, même peut-être pas dans les prochaines années. Donc, il faut s'habituer aux nouvelles consignes. Il faut s'habituer à porter un masque. Il faut s'habituer à toujours rester à 2 mètres des autres personnes. Il faut s'habituer à se laver les mains avec du savon régulièrement. Je sais que ce n'est pas facile, mais en même temps, moi, j'ai confiance que les Québécois sont capables de s'ajuster et puis de la gagner, cette bataille contre le virus. Je compte sur tous vous autres, les Québécois. Merci. Few words in English. Quelques mots en anglais. Avant tout, j'aimerais revenir sur le masque. Nous le recommandons fortement à tout un chacun dans les autobus, les métros, tous les moyens de transport collectif et également dans les zones chaudes où il y a dans la communauté beaucoup de gens qui sont infectés. C'est encore plus important de porter le masque. Afin d'aider chacune à porter un masque, j'ai annoncé aujourd'hui que nous allions donner 1 million de masques à la Ville de Montréal et 6 millions de dollars aux différentes sociétés de transport, comme la STM, la STL par exemple, afin d'offrir des masques gratuits aux gens qui n'en ont pas. Je pense que cela va aider pour démarrer dans la bonne direction. Bien sûr, tous les gens qui peuvent fabriquer leurs propres masques, je vous invite à ce faire. Donc, si nous voulons revenir à une vie normale, il est très important que nous suivions nos 3 règles. Donc, premièrement, la distance, deuxièmement, le masque, et 3, on lave les mains. Et avec du savon, quand on revient à la maison, ou si vous retournez au bureau, par exemple, là où vous travaillez. Je compte sur vous. Je vous remercie. Il y a des micros prévus à cet effet. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous limiter à une question par journaliste. Donc, on va commencer. Oui, Philippe Bonneville, Cogeco. Monsieur Legault, vous avez dit récemment que vous ne pouviez pas rendre le port du masque obligatoire dans le métro parce qu'il n'y avait pas suffisamment de masques. On n'était pas en mesure de pouvoir les distribuer, tout ça. Là, maintenant, on annonce 1 million de masques. On sait que dans le métro de Montréal, présentement, on n'est pas à 500 000 usagers par jour. On est peut-être autour de 50 000, 10 Maintenant qu'on a ce million de masques-là, que la distribution sera mise en place à l'entrée des stations, qu'est-ce qui vous empêche maintenant de rendre le port du masque obligatoire dans le métro? Bon, d'abord, je ne l'exclus pas. Je vais être très clair. J'aimerais beaucoup mieux que les personnes respectent les consignes, comme ça s'est fait pour les autres consignes qu'on a annoncées depuis le début de la crise.
Et, oui, effectivement, ça va prendre un certain nombre de jours avant que les masques se rendent à la porte de chaque métro, chaque autobus. Donc, je veux voir comment ça se passe. Je veux voir aussi si les gens le portent ou non, le masque. Ça donne rien de rendre quelque chose obligatoire si c'est déjà fait en pratique. Donc, on ne l'exclut pas, mais on va suivre la situation dans les prochains jours. Prochaine question. Duchesne du Journal de Montréal. Vous avez parlé du manque d'employés dans le réseau de la santé. Ils sont aussi très nombreux là, à avoir été infectés par la COVID-19. Est-ce que ceux qui continuent de travailler en ce moment peuvent s'attendre à voir leurs vacances annulées cet été? Bon. D'abord, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas d'annuler des vacances, mais en même temps, à partir du moment où il manque d'employés, on ne peut pas commencer à confirmer des semaines de vacances dans les prochaines semaines. Moi, j'ai bon espoir, je l'ai dit, là, j'ai bon espoir que dans les prochaines semaines, on va avoir quelques milliers d'employés qui vont revenir de leur quarantaine. Puis ça va permettre aux employés de prendre des vacances. Puis c'est pas notre intention là, d'interdire les vacances. Tout le monde a besoin de vacances. Mais on n'est pas là actuellement. Là. On fait juste attention pendant qu'on est dans la crise, pendant qu'on n'est pas sous contrôle. Moi, j'espère dans les prochaines semaines qu'on va réussir à reprendre le contrôle, puis là, on va pouvoir donner des vacances. On va y aller avec... Oui, Daniel. Il y a beaucoup de discussions qui se font actuellement avec les syndicats. Et comme le dit le premier ministre, notre intention, c'est d'en donner des vacances. Alors, ce ne sera pas comme les étés passés, par exemple. Il ne faut pas s'attendre à ça. Mais on espère et on pense qu'on va être en mesure d'en donner un minimum de vacances. Et les syndicats, les instances syndicales sont au courant actuellement du plan qu'on est en train de faire, là. Et je pense que l'objectif, c'est clair, c'est d'en donner des vacances cet été, le plus possible. Yves Poirier, TVA Nouvelle. Donc, du travail important des parents, vous les avez remerciés. Je tiens à féliciter ma femme qui fait du télétravail à temps plein et de l'enseignement à domicile depuis 2 mois. Qu'est-ce que vous attendez des professeurs en ce moment du niveau primaire pour le Grand Montréal? Est-ce que vous attendez une implication, plus grande implication de leur part, par exemple, au niveau de l'enseignement à distance? Oui. Ça a l'air presque d'une question plantée, là, parce que j'ai posé la même question à Jean-François Roberge ce matin. Bon, d'abord, on s'attend que les enseignants offrent une prestation de travail complète. Ensuite, on s'attend d'un suivi serré des enseignants auprès des enfants. On s'attend même à ce qu'il y ait un crescendo dans les prochaines semaines. C'est important là, de le dire, puis je le répète, l'année scolaire n'est pas terminée. Même si les écoles à Montréal n'ouvriront pas avant le mois de septembre, là, l'année scolaire n'est pas terminée. Donc, il va y avoir un bulletin qui va être fourni. Puis, c'est sûr qu'il va y avoir une part de jugement, mais il y en a des enfants qui vont réussir, il y en a qui ne vont pas réussir à passer au prochain niveau. Bon, déjà, il y a 60 à 65 % de l'année scolaire qui avait eu lieu, donc ça va évidemment servir de base, entre autres, pour faire cette évaluation. Des devoirs, des capsules, bon, il y a les émissions à Télé-Québec, les discussions téléphoniques entre l'enseignant et l'enfant, par courriel, par rencontre virtuelle. C'est sûr que ce n'est pas idéal. Je l'ai dit hier, puis je le répète, moi, mon choix, puis je pense que pour le bien des enfants, ça aurait été de réouvrir les écoles. Mais compte tenu des contraintes qu'on a, j'allais dire à cause de la santé publique, mais pas à cause de la santé publique. Je comprends très bien les raisons pourquoi la santé publique arrive à cette conclusion-là, mais compte tenu des contraintes qu'on a, je pense que c'est important qu'on ait la collaboration, effectivement, des parents quand ils sont capables d'aider, puis que les enseignants parlent. Vous savez, il y a 20-25 % des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, là, dysphasie, dyslexie, troubles d'attention, etc., autisme. Les enseignants les connaissent, ces enfants-là. Donc, on demande aux enseignants peut-être porter une attention spéciale sur ce 20-25 % d'enfants. Kathleen Lévesque, La Presse. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous avez fait un appel aux jeunes pour qu'ils aillent travailler, prendre le chemin vers les établissements de santé. Or, à Montréal, on le sait, c'est l'hécatombe.
Il y a des quartiers chauds où les travailleurs de la santé, d'ailleurs, sont devenus des vecteurs importants de la propagation du virus. Est-ce que faire appel à ces jeunes-là, compte tenu du portrait actuel, est-ce que c'est pas leur dire que vous allez servir, vous allez être de la chair à canon, finalement? Oui, non, pas du tout. D'abord, on a du matériel de protection en quantité suffisante. Quand on utilise bien le matériel de protection individuelle, il n'y a pas de risque pour l'employé. On espère évidemment aussi que cette pandémie va devenir sous contrôle, mais c'est clair que dans une société vieillissante, toute proportion gardée, le nombre de personnes dans le réseau de la santé va être croissant. Donc, il faut que ça soit une profession qui soit plus valorisée financièrement, donc que les salaires, surtout les salaires de départ, soient plus élevés. Puis comme société, il faut trouver le moyen aussi de valoriser cette profession-là. On essaye de le faire depuis le début en parlant de nos anges gardiens, là, mais on se rend compte plus que jamais comment ces personnes-là ont un rôle important à jouer dans notre société. Donc, c'est tout un défi de société qu'on a devant nous. Et comment on relève Dernière ça? question. Bien, il faut en faire la promotion. Donc, est-ce qu'on peut utiliser de la publicité? Est-ce qu'on peut... Bon, évidemment, le fait qu'on regarde pour augmenter les salaires de façon permanente, ça va aider. Faire connaître ces métiers-là. Peut-être des gens qui savent c'est quoi une infirmière, mais ils ne savent pas nécessairement c'est quoi une préposée aux bénéficiaires. Donc, beaucoup de façons, mais moi, je pense qu'il y a d'abord un geste à poser par la société. Là. C'est beau, c'est valorisant d'aller s'occuper de personnes qui sont malades, de personnes qui ont besoin d'aide. Il me semble que quand on revient le soir chez nous, là, il me semble qu'on se regarde dans le miroir, on peut être fier. Donc, l'expliquer, je fais ma part actuellement. Mathieu Bellumeur, Radio-Canada. Bonjour. Il y en a été brièvement question hier avec la mairesse de mesures palliatives là, pour les enfants et les familles, comme l'école est terminée. Aujourd'hui, il y a l'Association des pédiatres qui sort. Ces gens-là se disent très inquiets. Ça va prendre des mesures rapides pour aider les enfants. Est-ce qu'il pourrait y avoir des camps de jour cet été, par exemple? Est-ce qu'on pourrait donner de l'aide alimentaire pendant ces camps de jour-là? Quelles mesures pourraient être en place rapidement pour justement aider les familles, les plus jeunes? Avez-vous des exemples? D'abord, je l'en ai nommé tantôt, là, mais je reviens sur ce que je disais. Là. D'abord, il y a un message qui est clair. Là, l'année scolaire n'est pas finie. Ça veut dire que d'ici autour du 20 juin, là, je m'attends à ce que les enseignants travaillent, puis que les enfants travaillent, qu'il y ait des devoirs, puis qu'ils étudient, bon, puis avoir la collaboration des parents pour s'en assurer. Il va y avoir un bulletin au bout de la ligne aussi. Puis, bon... faut être clair là, que ce n'est pas les vacances d'ici le 20 juin. Donc, il y a des émissions. On a déjà mis en place des émissions à Télé-Québec. Il y a des capsules aussi qui sont en production. Il y en a déjà disponibles, puis on va en ajouter. Donc, moi, je suis d'accord avec les pédiatres. Là. Ça me crève le cœur de savoir qu'il y a des enfants qui ne retourneront pas à l'école avant le mois de septembre. Mais en même temps, il faut faire avec les moyens du bord. Puis, je pense que les enseignants ont une responsabilité, les parents ont une responsabilité pour minimiser les dommages auprès des enfants. Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne. Bonjour, M. Legault. Comment allez-vous? C'est pas ça ma question, mais je vous la pose pareil. Ça va bien. Ça va très bien. Okay. On a eu des informations comme quoi, dans certains milieux hospitaliers, certaines personnes qui avaient droit à la prime de 8 ont reçu 4 sur une paye. 2 semaines plus tard, 4 sur la paye, avec des gestionnaires qui leur disent « Voilà votre 8 ». Vous savez comme moi que ça, c'est 4 d'augmentation et non 8. Il y en a d'autres qui ont dit que les primes pour les temps pleins en zone chaude sont escamotées par le fait de déplacer quelqu'un la 5e journée dans une zone froide. Et tout ça pour éviter de payer, au fond. La question que je me pose, c'est la suivante. C'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour que non seulement vos directives, mais votre intention se rende jusqu'en bas, parce qu'elle est interceptée en cours de route. Et dans l'autre sens, je sais que Mme McCann a parlé de la fin de l'omerta, mais les employés ne nous parlent toujours pas. C'est possible
de décréter une amnistie pour lorsque les employés nous parlent, parce que très souvent, moi j'ai écouté l'ensemble des conférences de presse depuis le début, vous recevez des informations de notre part à nous, parce que les gens nous parlent à nous et ça ne passe pas à travers le réseau. Bon, je vais être bien clair, là, puis, hein, vous me connaissez un peu, je suis assez direct, là. Je vais faire attention à comment je vais le dire, là, mais gardez en tête qu'on est en négociation actuellement. Hein, on est en négociation avec les syndicats. Un gestionnaire, là, parce que ce qu'on rapporte, là, c'est qu'il y aurait un gestionnaire qui aurait, après 30 heures dans une zone rouge, aurait transféré la personne dans une zone froide pour être sûr qu'il n'y ait pas sa prime. Bon. Quel serait l'avantage du gestionnaire de faire ça? C'est Québec qui paye les primes. Donc, pas le gestionnaire qui sort ça de sa poche, là, puis c'est même pas l'établissement ou le CIS qui sort ça de sa poche, là. Donc, essayez de m'expliquer pourquoi un gestionnaire ferait des manœuvres un peu croches pour ne pas donner une prime à un employé. Moi, j'en vois aucune. Si c'est arrivé, là, ben moi, j'aimerais ça que le syndicat nous donne le nom du gestionnaire. Puis s'il faut, je vais parler, moi, au gestionnaire. Mais les primes qu'on met là, c'est pour encourager les employés. Puis les primes, on veut les donner, puis sont financées par le gouvernement du Québec. Puis les gestionnaires, là, ça ne sort pas de leur poche. Puis il n'est pas question de faire des manœuvres pour ne pas donner de primes à qui que ce soit. Donc, les syndicats qui disent que ça arrive, moi, j'aimerais avoir des noms, puis aller vérifier. Puis si c'est le cas, là, je peux vous garantir que je vais taper ses doigts du gestionnaire qui a fait ça. Monsieur le Premier ministre? Oui. Permettez. Et l'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est que c'est absolument proscrit d'avoir un employé qui passe d'une zone chaude vers une zone froide le plus possible. Ce n'est pas une pratique qu'on approuve. C'est là qu'on parle d'équipe dédiée. Alors, si c'est en plus pour éviter la prime, évidemment, c'est absolument pas ce qu'il faut faire dans une pratique de prévention des infections. En plus, alors, évidemment, comme le premier ministre le dit, moi aussi, j'aimerais savoir où ça se passe, parce que je voudrais faire un rappel quant aux pratiques de prévention des infections. Maintenant, ce que je veux dire par rapport au dialogue, à la communication qu'on doit avoir avec les employés, bien, il y a déjà des instances syndicales qui s'occupent de certains volets comme les relations de travail, mais on va vous annoncer bientôt une autre modalité qu'on va mettre en place pour justement favoriser le fait que des employés qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas eu la possibilité de transmettre leurs préoccupations pour toutes sortes de raisons. Parce qu'en général, ça se passe bien, mais il y a des endroits où il y a encore des problèmes. Bien, on va vous annoncer une stratégie qu'on va mettre en place pour absolument recevoir ces commentaires-là. Oui. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Louis Magoudou, journaliste pour Intexto, Journal Nous, qui est un journal de la communauté haïtienne et des communautés culturelles de manière générale. Ma question s'adresse à M. Legault. Cette semaine, la députée indépendante Catherine Fournier a présenté une motion à l'Assemblée nationale pour demander, entre autres, que l'Assemblée nationale reconnaisse le travail des demandeurs d'asile qui sont au front dans la guerre contre la COVID-19, comme préposés ou autres, qui mettent leur vie en danger. Et votre leader parlementaire, M. Legault, a rejeté la motion, ce qui fait que ça n'a pas passé. Premièrement, j'aimerais savoir, est-ce que c'est votre position à vous et la position de votre parti, la CAQ? Deuxièmement, si c'est le cas, comment vous soutenez ça? Bon. Commençons par parler de façon générale des demandeurs d'asile. On en a parlé longuement dans la dernière année, tous ceux qui arrivaient par le chemin Roxham. Dans le cadre de la pandémie, même M. Trudeau ne souhaite pas qu'on reçoive des demandeurs d'asile qui passent par le chemin Roxham. Là, on a barré les frontières, puis là, on regarde, on a discuté hier soir avec M. Trudeau pour reporter cette fermeture d'1 mois. Donc, ça, c'est une chose. Ça ne veut pas dire que dans les demandeurs d'asile, incluant des membres de la communauté haïtienne, qu'il n'y a pas du bon monde qui est venu travailler dans nos CHSLD. C'est deux dossiers séparés. Moi,
D'ailleurs, on a 2 membres de la communauté haïtienne dans notre conseil des ministres. Puis je suis conscient du problème de la communauté haïtienne dans certains quartiers de Montréal. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on donne 1 million de masques, entre autres à Valérie Plante, pour qu'elle puisse les distribuer gratuitement dans les quartiers où c'est plus difficile. Donc, je pense qu'il faut séparer les 2 dossiers, là. Les demandeurs d'asile, c'est une chose. S'occuper de la communauté haïtienne, moi, j'en suis. Lionel Carman, c'est un ami de longue date, là. Puis, le docteur Carman? Le docteur Carman. Lionel, là, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour Haïti. Puis Haïti, c'est comme nos cousins. Donc, mélangeons pas le dossier des réfugiés, là, des gens qui passent par Roxham, avec le dossier de la communauté haïtienne. N'empêche qu'ils sont là, M. Legault, qu'ils sont là, mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce que vous soutenez la position de M. Simon Jolin Barrette? Écoutez, ce que je comprends de votre question, c'est qu'on demandait d'appuyer la venue de demandeurs d'asile. Ouais. Ni le gouvernement du Québec, ni le gouvernement du Canada appuient ça actuellement dans le cadre de la pandémie. Donc, moi, je ne l'appuie pas plus. Ouais. OK. Merci. Prochaine question. Ouais. Buenas tardes, en espagnol. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de représenter la communauté latine aujourd'hui. Tant qu'immigrante, le Québec nous reçoit les bras ouverts. On est fiers de ça. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, Monsieur le ministre, que vous envoyiez un message à la communauté latine, puisque je suppose que vous avez bien besoin de nous dans ces moments difficiles. Et merci beaucoup à tous les médias pour le gros travail aussi. Oui, ben, malheureusement, je ne parle pas espagnol, je ne parle pas portugais, même si mon beau-frère est portugais. Peut-être que M. Arruda pourra enchaîner en portugais. Mais écoutez, moi, je suis tellement fier, puis je le sais qu'il y a beaucoup de préposés aux bénéficiaires qui viennent de communautés latines. Et actuellement, ils vivent dans une situation là, qui est difficile depuis 2 mois. Puis, je n'ai pas assez de mots pour leur dire merci de ce qu'ils font pour aider nos personnes âgées, entre autres dans les CHSLD. Donc, merci, gracias, tout ce que vous voudrez. Merci beaucoup. Bem, também por falar para os portugueses da comunidade de Montreal, quero dizer a todos que nós somos muito contentes que a comunidade aceita as prescrições que nós dizemos em saúde pública e também se trabalha no sistema de saúde. Muito obrigado pelo trabalho que tem feito aqui no Québec. Muito obrigado a todos. On n'est pas loin de l'espagnol. Est-ce que je peux juste ajouter un élément? Puis je ne parlerai pas en espagnol, même si je suis capable de dire quelques phrases, là, parce que je ne veux pas que ce soit... je parle, actuellement, avec l'ensemble des opérations qu'on mène à Montréal, clairement, on a des opérations qui vont se travailler dans les quartiers chauds, avec les unités mobiles, avec les regroupements communautaires. On a la population, vous allez entendre des fois des camions crieurs dans différentes langues qui vont se promener pour vous dire que l'unité mobile arrive, pour vous expliquer les consignes de santé publique. On est en train aussi de développer tout un système d'agents multiplicateurs avec des leaders de ces communautés. On a besoin de vous pour que les messages puissent percoler et descendre vraiment là, et être bien compris. Donc, pour moi, ça a toujours été la richesse de Montréal de vous avoir et d'avoir toute cette diversité-là à travers notre culture. Puis je pense qu'on doit travailler ensemble dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce qu'on a besoin de le faire ensemble pour que les messages soient bien compris, mais aussi pour qu'on puisse répondre aux différents enjeux qui se vivent dans certains quartiers. Merci. Merci à vous. En Ruta con las Kelly, je représente la radio latine. Utilisez-nous, je suis là, on est là aussi. Écrivez-moi, puis je vais à votre disposition. C'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Avant de passer en anglais, on va prendre peut-être une dernière en français. Oui. Du Devoir, c'est ça? Oui. Oui, bonjour à vous quatre. Guillaume Lepage du Devoir. En fait, ma question est pour M. Legault, Mme McCann. Sauf erreur, actuellement, il y a 200 enquêteurs de la santé publique de Montréal pour retracer les contacts des personnes infectées, notamment dans le réseau de la santé pour stopper la propagation. Est-ce qu'il est question d'augmenter les ressources parce qu'on sait que ça frappe fort là-bas? Ou Mme Drouin, peut-être, pour répondre. Donc, on sait que est-ce que vous allez augmenter les ressources? Surtout, est-ce qu'on va attendre la prochaine pandémie? Vous l'avez mentionné, M. Legault, dans le point de presse, avant d'augmenter les budgets de la santé publique, notamment en prévention, qui sont à peu près stables, je crois, depuis 2013. Donc,
Je peux répondre une partie Oui, pour oui, mais allez-y. je pourrais aussi annoncer des budgets en santé publique si vous voulez. Non. Donc, on a actuellement une brigade ou une équipe d'enquêteurs de 430 personnes mobilisées, mais ça représente, comme vous le dites, autour de 230 équivalents temps complet. Notre objectif à court terme, oui, c'est d'en recruter, puis on en a des nouveaux qui arrivent, mais c'est surtout de stabiliser ces équipes-là parce qu'on ne peut pas fonctionner avec des gens qui ont une journée semaine à nous donner, il y a une expertise à développer. Puis comme je le disais hier, on est aussi en train de travailler avec une firme externe pour que la partie qui est plus de collecte d'informations administratives sur les contacts et tout ça puisse se faire par des grandes firmes, un centre d'appel, là, comme on appelle, comme on connaît, et qu'on puisse mettre les équipes de santé publique sur vraiment la gestion d'éclosion et toute la partie clinique de l'analyse du cas. Donc, on est vraiment dans ce mouvement-là, mais notre objectif, c'est de stabiliser. Puis évidemment, bien, pour les budgets, je vais vous laisser répondre, là, mais depuis 2013, c'est pas stable. Au contraire, en 2015, la santé publique a été coupée de 30 %. Bon, vous dire, concernant les budgets, je pense que jusqu'à présent, ce qui était demandé par la santé publique pour faire des tests, faire les suivis sur les tests, je pense qu'à moins que je me trompe, là, c'était accordé. Maintenant, ce que je parlais tantôt, c'est un autre sujet, c'est la prévention des infections dans les établissements. Bon, là aussi, il y a eu des coupures, puis je pense qu'il va falloir, puis ce que j'ai compris des PDG hier, c'est qu'il va falloir regarder pour ajouter des ressources dans les établissements pour la prévention des infections. On va passer en anglais. Global News, Mr. Premier, we're just wondering why, Bonjour, Monsieur Legault. Pourquoi les chiffres sur les chiffres infectés du gouvernement ne sont pas les mêmes chiffres qu'on reçoit des CLSC, par exemple? Why the data is different? Yes, why? Réponse, pourquoi c'est différent? Nous regardons les différences et pourquoi il y a des différences. Il y a différentes sources de données, par exemple. Il y a des données manuelles, d'autres utilisent des systèmes informatiques. Même ceux qui mesurent les morts, il y a 2 ou 3 systèmes en cours en même temps. C'est pourquoi il y a des différences. Nous faisons enquête pour s'assurer qu'on puisse retrouver une harmonie. C'est la même problématique, je dirais, avec les tableaux des CHSLD que nous avions avant. Les rouges, jaunes, il y a des données qui ne correspondaient pas. Donc, le premier ministre nous demande tous les jours où sont les données, où sont mes chiffres. Et en fait, nous voulons nous assurer que les chiffres que nous allons proposer au premier ministre soient les bons. Nous n'avons pas eu de commentaire du premier ministre de ne pas montrer les données. C'est que nous avons des problèmes de les obtenir de façon correcte. Moi, ce que je rajouterais, ce que j'ai parfois compris, c'est que quand on regarde le nombre de cas, vous avez les cas qui ont été confirmés dès le début et d'autres qui sont encore actifs. Donc, parfois, cela explique l'écart. Oui, cela fait partie du problème. Et moi, je peux vous dire que, comme directeur national de la santé publique, je vais certainement essayer d'obtenir plus de fonds pour la prévention, non seulement pour le contrôle de l'infection, mais aussi l'obésité. Et alors, mon cher premier ministre, le premier ministre en français, en anglais, on dit « Premier ». Moi, je serai là à vos trousses pour obtenir plus de fonds, pour avoir plus de fonds pour la santé publique. Mais en fait, l'argent n'est pas un obstacle à notre travail. Le problème principal, c'est d'avoir des ressources humaines. On va prendre la prochaine question. Anthony Nerestan from CBC. Mr. Premier, what does the government... Monsieur Legault, que savez-vous sur les membres des forces armées qui sont malades et qui ont maintenant la COVID-19? Et quelles installations sont touchées et que comptez-vous faire si cela s'accélère? Réponse. Au fond, je n'ai pas de chiffre précis. Moi, j'ai cru comprendre que c'est un nombre assez faible de militaires qui sont tombés malades. Et moi, j'ai reçu ces informations par les médias comme vous. Il va falloir que j'aille chercher des informations sur le terrain, mais ce que je crois savoir, c'est que
Les cas évoluent bien. Ils ont probablement été déclarés positifs, mais n'ont pas de symptômes très graves. Mylène, est-ce que vous avez ces chiffres-là? Nous allons fouiller la question. C'est que comme ils sont ils sont sous l'égide du gouvernement fédéral puisqu'ils sont des militaires, mais c'est sûr qu'on va les traiter. Mais la question, c'est que comptez-vous faire s'il y en a plus qui tombent malades? Quel est votre plan B? Réponse, écoutez, j'espère que ça ne se passera pas ainsi. Et comme vous le savez, on ne répond jamais aux questions hypothétiques. Merci. Giuseppe Valiante, The Canadian Press. I think this question is better targeted toward... Je pense que cette question est pour le Dr Arruda et la Dr Drouin. Il y a 230 personnes qui travaillent à temps plein qui font du retraçage de contacts dans la région de Montréal. Et j'ai lu qu'ils se servent de technologie de courriel. Mais moi, j'aimerais savoir où en êtes-vous avec la technologie et l'application que les gens peuvent télécharger dans le téléphone. On en a évoqué un peu quelques éléments il y a quelques semaines de cela, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que le Québec a l'intention de lancer une application qui sera téléchargeable par les citoyens et les citoyennes pour faire du retraçage de contacts, que ce soit par Bluetooth ou par le GPS ou les deux. Et si c'est votre intention de lancer une telle application, qu'allez-vous faire pour assurer qu'il y a un assez grand nombre de personnes qui le téléchargent pour que ce soit efficace, au fond? Réponse. J'ai une réunion au début de la semaine prochaine avec les spécialistes des applications de téléphone intelligent pour voir si c'est une possibilité. Il y a des limites à ce genre d'application. C'est comme le masque. C'est une mesure complémentaire, car avant tout, le dépistage est la clé et le traçage des contacts pour isoler les cas nouveaux. Mais ce sera un complément, une mesure accessoire qui viendrait, qui pourrait faire participer la population comme partenaire du gouvernement dans le retraçage des contacts. Mais c'est sûr qu'il y a des problèmes de confidentialité, de vie privée, quand il est question de ces applications, mais nous savons que ces applications existent et nous sommes en train d'analyser l'offre et nous vous en reparlerons. Nous verrons si c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser dans un contexte urbain où nous avons une forte densité et parfois une difficulté à retracer les contacts des gens. Question, mais est-ce qu'il y a une probabilité que ce soit lancé? Réponse. Écoutez, je dois voir la présentation sur les applications disponibles et c'est au début de la semaine prochaine. Écoutez, nous voulons que ça corresponde aux besoins de la santé publique et que ça protège la vie privée en même temps. Et il est vrai que si nous voulions voir là une plus-value, il faut que beaucoup de personnes le téléchargent. Et comme ce ne sera probablement pas obligatoire pour différentes questions, ce n'est pas chacun qui a un téléphone. Et dans les points chauds où il y a des gens vulnérables, ils n'ont pas nécessairement la technologie. La seule façon de faire de la promotion de l'usage d'une telle application, c'est que la personne doit comprendre que c'est avantageux pour elle et pour les autres. Donc, nous examinons le portrait. C'est fait province par province, mais aussi avec le gouvernement fédéral. Question. Dr Arruda et M. Legault, avec la nouvelle de la plus jeune mort, une femme de 27 ans, et quand on analyse les chiffres, plus de 40 000 cas, à quel point est-ce alarmant pour vous et quelle est la probabilité que Montréal soit déconfiné? Réponse. Je ne sais pas si M. Legault veut répondre en premier. En tout cas, la Dr Drouin, c'est la meilleure personne pour Montréal. Mais en fait, comme je l'ai déjà dit, la situation n'est pas suffisamment maîtrisée pour déconfiner Montréal et ouvrir les écoles d'une façon générale. Nous voyons la tendance des décès est en train de descendre. Il y a moins de gens aux soins intensifs, mais c'est fragile. Nous avons empêché beaucoup de cas avec toutes les
limitation que nous avons imposée. Alors, notre système de santé n'a pas été débordé. Maintenant, nous revenons à une certaine marge d'activité. Il faut s'assurer que nous ayons la capacité de déconfiner du côté de la santé, mais il y a des points chauds. Il y a des zones chaudes où il y a de la transmission réelle. Donc, nous allons faire l'expérimentation avec le dépistage massif et le retraçage de contacts pour ne pas qu'on ait une transmission en dehors des points chauds. Au fond, on n'est pas aux soins intensifs, si vous voulez, comme métaphore, mais nous, on est dans les soins intermédiaires, où tout mouvement pourrait nous envoyer dans un sens ou dans l'autre. C'est fragile. Si chacun sort et personne ne suit les recommandations sanitaires, et si on vous dit que vous êtes un cas, toute la famille doit être testée. S'ils sont positifs, ils doivent se mettre en quarantaine. Sinon, ils doivent rester à la maison. Si vous ne faites pas ça, alors cela relance le virus ailleurs que dans les points chauds et donc il y a une propagation intense. Je vais maintenant céder le micro à la Dr Drouin. Je crois que c'est exactement l'explication que j'aurais donnée, mais moi, je pourrais compléter ainsi. Ce que nous avons constaté, ce sont des morts avec des taux élevés de décès dans les CHSLD. Et le facteur principal, c'est que c'était des gens vulnérables ou aînés ou les deux. Maintenant qu'il y a la transmission communautaire dans certains quartiers, ce qui nous importe, c'est que nous craignons de voir des jeunes contracter le virus. Et nous voyons qu'il y a des jeunes qui sont également vulnérables, des jeunes qui ont des maladies chroniques. Et ces jeunes personnes doivent être plus vigilantes dans leur interaction, dans leur protection personnelle et qu'ils adoptent toutes les consignes parce qu'ils sont plus vulnérables à des conséquences graves si jamais ils contractent la maladie. Et c'est ce que nous constatons. Quelques-uns des cas de transmission communautaire et les cas qu'on voit dans nos hôpitaux, ce sont des gens qui avaient une comorbidité, à savoir une autre maladie préexistante. Et c'est un message qu'il nous faut absolument transmettre aux jeunes. Si vous êtes dans un groupe vulnérable, un sous-ensemble de personnes déjà malades, alors la prudence est de mise. Jason Magder with the Montreal Gazette. Question. The situation in Laval. La situation à Laval m'intéresse. Yeah, the situation in Laval is very worrisome. Elle est vraiment préoccupante. À peu près la moitié des travailleurs de la santé jusqu'à maintenant ont été déclarés positifs pour le virus. Il y a des employés qui sont demeurés au poste, vont dans des CHSLD qui sont dans le système privé et aussi des résidences pour aînés dans le réseau privé, mais ils sont vraiment en manque d'effectifs. Comment allez-vous aider les employés à Laval, le CIUS de Laval? Parce qu'ils sont vraiment sursollicités et il y a un manque criant d'effectifs. Réponse. Nous avons rencontré le PDG du CIUS de Laval hier. C'est vrai de dire que cela a été difficile à Laval. Depuis plusieurs semaines déjà. Il nous dit quand même que la situation commence à se stabiliser. Bien sûr, ce disant, ce n'est pas amoindrir la difficulté. Il a également mentionné qu'il était dans la gratitude parce que des centaines de personnes ont pu être engagées par le site Je contribue. Il ouvre un nouveau centre, le centre Bell, pour avoir des patients qui puissent s'y rendre et il a le personnel pour le faire. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il aide également des résidences privées, comme vous l'avez mentionné, je pense. Donc, j'estime que ça commence à se stabiliser comme situation, mais ça demeure difficile à Laval. Et ça a été difficile dès le début de la pandémie. Mais il y a un tout petit peu de lumière au bout du tunnel. On va prendre la prochaine question. Rob Lurie, CTV News. Question. Given Mr. Legault that you were... Étant donné, M. Legault, que vous étiez d'un optimisme prudent quant aux chiffres aujourd'hui, qui semblent révéler moins de 700 personnes infectées
et le taux de mortalité le plus faible depuis la mi-avril. Quand les parents pourront-ils entendre une réponse sur les camps de jour, les camps d'été, les camps avec nuitée? Est-ce que les enfants pourront s'y rendre? Réponse. Nous pourrons donner une date quand la situation sera maîtrisée, et ce n'est pas le cas. Je suis content de voir la tendance à la baisse, mais nous ne sommes pas encore au seuil désiré. J'espère que ça va être dans les prochaines semaines que nous serons en mesure d'annoncer ce qui va se passer avec les camps d'été. Je remercie les téléspectateurs de la première chaîne qui se détachent à l'instant. On va prendre la prochaine question. Oui. Yes, good afternoon. My name is